Bulle de vie, le balado de l'Aquarium du Québec. Bienvenue à ce 4e épisode de Bulle de vie, le balado de l'Aquarium du Québec. Mon nom est Stéphanie Tremblay et c'est un immense bonheur encore cette semaine de vous faire découvrir toutes ces merveilleuses créatures marines. Et cette semaine, on est chanceux, on a un 2 pour 1. On vous parle de 2 animaux vraiment intéressants. Notre vedette de l'Aquarium, mais j'ai nommé le homard doré et l'étoile de mer qui a l'air bien inoffensive, mais qui a des propriétés assez extraordinaires. Merci. C'est un peu notre star ici à l'Aquarium. Donc, pour en parler de ces 2 animaux, nous avons 3 invités. D'abord, Marco-Xavier Cruz-Barita, aquariste. Bonjour, Marco. Océane Labrec, également aquariste. Bonjour, Océane. Et également Catherine Rousseau, qui est notre conservatrice. Bonjour, Catherine. Bonjour. Alors, je vais commencer avec Marco. Tiens, on va parler de celui que tu côtoies pas mal tous les jours, donc le homard doré. Parle-moi de son histoire. Comment il est arrivé ici à l'Aquarium du Québec? Eh bien, c'est assez simple. En fait, ce homard-là, c'est un homard qui a été repêché par des pêcheurs. Les pêcheurs qui connaissent très, très bien les animaux qu'ils travaillent avec. Il a été pêché où? Il a été pêché dans le fleuve. Je crois que c'était plus à la hauteur, un peu plus des baies des Chaleurs, où est-ce qu'il y a beaucoup de pêches de homards qui se font là. OK. Ce homard-là a été pêché par les pêcheurs qui ont remarqué sa couleur assez extraordinaire. Les pêcheurs, évidemment, connaissent que c'est assez rare comme couleur. Donc, ils ont contacté, quand ils l'ont amené, en fait, à leur fournisseur officiel qui est le IGA des sources, d'où son nom. Oui, parce qu'il s'appelle Source, pour ceux qui ne le savent pas encore. Oui, ça fait, effectivement. Elle s'appelle Source, en fait. Oui, c'est une femelle. C'est une femelle. Le IGA qui a après ensuite contacté nous autres pour qu'on puisse la démontrer au public pour voir ses belles couleurs et en même temps pouvoir éduquer par rapport à c'est quoi, comment ça marche un homard, comment ça vit, pourquoi il a d'une couleur différente, parce que j'imagine que beaucoup de gens ont entendu parler des homards qui sont par exemple bleus, qui sont plus connus, mais... On en a ici à l'Aquarium. Oui, on en a 3 qui sont bleus. Mais le fait que ce soit intéressant, c'est vraiment, on s'entend, le homard, c'est un peu banal dans le sens que tout le monde a déjà vu ça, mangé ça, vu ça dans un vivier à l'épicerie. Ce qui est vraiment particulier, c'est vraiment par rapport à leur couleur. Oui, en fait, c'est la couleur du homard doré. Si on évalue, c'est difficile à évaluer exactement les chances, mais on évalue ça environ une chance sur 30 millions de homards. D'en trouver un dans la nature comme celui qu'on a à l'Aquarium. Exactement. C'est vraiment rare. Pour comparer, par exemple, avec les homards bleus qu'on connaît plus, les homards bleus, on estime plus que c'est une chance sur 2 millions. Ce qui est quand même rare aussi, oui, mais un peu moins rare, mettons. Oui, un peu moins rare. Les homards dorés sont un peu moins... sont en fait beaucoup plus rares et une des raisons pour ça, c'est que malheureusement, les homards qui n'ont pas des couleurs plus classiques, brunes ou rouges très très foncées, c'est des couleurs qui les désavantagent beaucoup dans la nature. Donc c'est pour Parce ça qu'ils sont voyants dans l'eau. Exactement. Donc c'est quand même ça veut dire que Source, c'est quand même une force de la nature. Oui. C'est assez impressionnant, surtout avec son âge, parce qu'on peut estimer un petit peu l'âge de nos homards. Il a quel âge? Évidemment, les homards n'ont pas de certificat de naissance, donc c'est un petit peu difficile de pouvoir dire exactement, mais on peut l'estimer avec son poids. C'est sûr que ce n'est pas extrêmement précis, mais avec son poids qu'on a pris, elle fait 2,5 livres. Avec son poids, on estime que les homards prennent environ 1 livre par 5 ou 7 ans. Donc, avec son poids, on estime qu'elle a environ entre 16 et 20 ans. OK, quand même. Est-ce que ça s'est bien passé, son acclimatation? Parce que quand c'est un animal qui vient de l'extérieur comme ça, il doit être en quarantaine. Oui, donc elle a passé son temps en quarantaine. Ça s'est très bien passé. On est chanceux. Les homards, c'est des animaux qui sont quand même assez résilients. Donc, ils sont quand même assez faits solides. Donc, ça n'était pas trop stressant. Elle est juste un petit peu plus nerveuse à son arrivée, c'est normal. Elle est dans des bassins de quarantaine. Donc, c'est sûr que c'est pas un environnement qui est... Elle est toute seule. Elle est toute seule, oui, ça c'est important. Et puisqu'elle est toute seule, dans des bassins beaucoup plus petits, on va se dire que la nature, mais qui sont là, qui sont quand même représentatifs de son environnement, c'est sûr que ça fait différent pour elle. Donc, au début, un peu plus nerveuse, mais à force de l'avoir surveillée, tout s'est bien passé. Mais c'est pour ça que maintenant, elle est en présentation, qu'on peut l'avoir dans un de nos bassins. Est-ce que ça a des traits de caractère, un homard, versus un autre homard, comme les bleus qu'on a? Je sais pas. Oh que oui. Oui? On peut vraiment avoir une différence, en fait, pratiquement de personnalité. Par exemple, je compare avec notre homard qui est bleu. Notre homard qui est bleu, c'est un homard qui est un peu plus... C'est Huguette, ça? Oui, exactement. Bon, Huguette, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est un homard qui est très, très... Je veux pas dire agressif, mais active. Elle va activement venir nous chercher avec ses pinces. Ah? Beaucoup plus... T'en as fait les frais ou... J'ai passé proche. OK. Je suis content de ne pas l'avoir fait pour de vrai, mais j'ai Parce passé que proche. ça fait mal, des pinces de Très homard, mal. Ça, je parle par expérience avec
pas à l'aquarium, mais avec d'autres homards que j'ai travaillé dans ma vie, que ça fait mal. Ouais. Mais Source, c'est un homard qui était surprenamment très, très calme. Juste pour l'apprendre, elle se laisse beaucoup plus faire, ce qui est très surprenant, mais c'est juste, encore une fois, ils ont toutes des personnalités différentes. Donc, elle a une personnalité quand même plus nerveuse et un petit peu plus timide. Elle se cache beaucoup plus que certains autres homards qui a un comportement normal, mais elle aime ça rester cachée dans ses petites cachettes. Parce que c'est ça, vous avez organisé son bassin en conséquence. Elle a une espèce de petite caverne. C'est important de... Comment vous faites pour déterminer quel genre d'habitat vous allez faire? En fait, on va se fier à ce qu'ils font dans la nature. Par exemple, dans la nature, on part surtout, mettons, sur les côtes gaspésiennes, qu'on va voir qu'ils vont surtout avoir des terriers qui vont se creuser ou qui vont se mettre dans des petites cavernes de roches. Comme ça, ils sont à l'abri des poissons, des prédateurs au-dessus d'eux autres. Nous, on peut recréer ça avec des roches qu'on a mis dans nos aquariums, évidemment. Il y a aussi le fait qu'on a mis un fond, on réplique un peu les fonds marins qu'ils vont avoir, ça doit être soit des fonds de sable ou de fonds de petites roches, parce que les homards vont aimer ça, parfois même se creuser un petit terrier dans le fond de roche, notamment lors de la reproduction pour pouvoir faire la ponte des œufs. Donc, on essaie de répliquer qu'est-ce qu'ils vont avoir dans la nature. Dans la nature. Qu'est-ce que ça mange, un homard? Un homard, c'est assez simple. Pour un homard, ça va manger tout ce qui est pas mal de la viande. C'est très, très, très carnivore. Donc, s'il réussit à trouver de la viande, il va la prendre. On parle ici de moules, de petits crabes. Dans d'autres cas, s'ils sont vraiment fins, on peut même parler de d'autres homards. Des restants de poissons qui sont décédés, qui sont tombés dans le fond, par exemple. Dans des périodes où il y a un peu moins de nourriture, on les a même déjà retrouvés en train de manger des éponges de mer et des petits vers marins, etc. Donc, en général, si c'est un animal ou un insecte qui réussissent à attraper, ils vont le manger. Et est-ce que tu as à être en contact chaque jour avec Source, le homard doré, ou pas est-ce que tu la nourris chaque jour? On la nourrit pas chaque jour. C'est un animal qui est en eau froide. En eau froide, leur métabolisme, donc leur système de digestion, etc. C'est plus lent. Est beaucoup plus lent. Donc, on la nourrit environ 3 fois semaine. On lui apporte pas la nourriture directement à sa bouche parce qu'on aime ça, la laisser un peu chasser. Ça réplique un peu un comportement naturel de devoir aller chercher sa nourriture au lieu de l'avoir directement à sa bouche. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas un contact à chaque jour, mais elle nous voit souvent quand on passe en avant du bassin pour la regarder, voir si elle est en santé, quand on nettoie la vitre, par exemple, aussi. Est-ce qu'elle peut vous reconnaître? Est-ce que ça peut être jusqu'à ce point-là ou pas? À ma connaissance, les homards ne peuvent pas nous reconnaître. Non. Il y a certains animaux qui sont capables, mais les homards sont assez primitifs et de toute façon, ils sont plus timides et peureux que d'autres choses. Donc, je pense pas qu'ils vont réaliser que c'est nous qui donnons la nourriture. Eux, ils voient juste une grande forme bizarre au-dessus de choses qui leur donne de la nourriture. Ouais. Ils réalisent pas plus que c'est quoi. Je comprends. Bulle de vie d'homard doré. Pour grandir, le homard mue, afin de se débarrasser de son vieil exosquelette dur qui limite sa croissance. Lors de la mue, il absorbe les minéraux de son exosquelette, ce qui le rend suffisamment malléable pour s'en extirper. Une fois sorti, il absorbe de l'eau pour augmenter son volume, avant que la nouvelle carapace molle ne se mette à durcir. Pendant cette période vulnérable, le homard demeure caché pour échapper à ses prédateurs. Tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est une chance sur 30 millions d'en retrouver en nature. Qu'est-ce qui explique cette couleur-là si particulière? Comment on explique ça? En fait, c'est un peu spécial, c'est que dans la génétique des homards, ils vont avoir certaines protéines qui vont faire des réactions avec les différents pigments pour avoir différentes couleurs. Et en fait, le changement de couleur, c'est que les protéines vont avoir une sorte de mutation, si on veut, pour simplifier ça, avec les pigments qui vont faire en sorte qu'ils vont interagir différemment avec les pigments. Ils vont soit avoir une interaction où ils vont faire beaucoup plus ressortir la couleur, ou à l'inverse, beaucoup plus cacher une certaine couleur. Dans le cas du homard jaune, c'est juste qu'il y a des couleurs qui sont cachées. Dans le cas du homard bleu, c'est que la couleur est beaucoup plus ressortie. Mais ce n'est pas une mutation génétique. Donc, ce n'est pas transmissible par la reproduction classique. Ouais, c'est ma prochaine question. Si Source, parce que c'est une femelle, elle avait des bébés, donc automatiquement, ça donnerait pas des bébés jaunes. Non, les chances restent les mêmes, peu importe c'est quoi les parents géniteurs, en fait, qui sont de quelle couleur qu'ils sont. C'est vraiment une chance parce que c'est quelque chose de spécifique qui s'est arrivé dans leurs protéines et dans la... Puis si on décidait de manger, ce qui n'est pas notre cas du tout, on ne veut pas manger Source, mais si on faisait cuire un homard doré, est-ce que ça change de couleur comme un homard normal? Elle va pas avoir la même couleur rouge foncé. Elle va avoir une couleur un peu différente. Mais en tant que tel, ça va se ressembler quand même. Ça va pas mal se ressembler. Ça reste tout de même un homard qui est pratiquement
pareil comme tous les autres que ça C'est chlore. juste la couleur qui change. Donc, le goût, on peut penser que ce serait exactement la même Oui, affaire. pas qu'on veut le manger, évidemment, mais Non, on oui, veut pas le goût, manger. le goût serait exactement pareil. J'ai vu, il me semble qu'elle s'occupait de... Elle se faisait aller les pattes arrière comme si on m'a dit elle fertilisait ses œufs sources. Est-ce que c'est le cas quand elle fait ça? C'est pas nécessairement fertilisé, plus qu'elle s'en occupe, elle les fait aérer. OK. On ne sait pas si les œufs sont fertilisés. Il y a des chances qu'ils le soient, parce que les femelles peuvent garder lorsqu'ils vont se reproduire avec un mâle, ils peuvent garder le sperme on peut aller jusqu'à 2 ans qu'ils peuvent le garder. Donc, ça se serait passé avant même d'arriver à l'aquarium, parce que ça fait pas longtemps qu'on l'a, tant Non, que ça fait à peine quelques mois qu'on l'a, mais C'est ça ça. serait passé avant. Est-ce que les œufs sont actuellement fertilisés? Difficile à dire. Ouais. Ça, il y a plus le temps qui va nous le dire, voir si elle décide de faire éclore les œufs. Ça, il va nous rester encore quelques mois à attendre pour avoir ce résultat-là. Pour voir s'il y aura des bébés. Oui. Par contre, malheureusement, vu que les chances ne sont pas modifiées pour la couleur, on risque d'avoir, s'il y a des bébés, ça risque d'être juste des homards couleur classiques, brun ou rouge foncé. Bon. Et est-ce que c'est vrai que ça vit extrêmement longtemps, un homard? Parce qu'en nature, ils ont comme pas grand prédateur à part l'homme. Oui, c'est vrai que ça peut vivre longtemps. Il y a évidemment ce qu'on aime dire, des histoires de pêcheurs, des pêcheurs qui disent avoir repêché un homard qui avait plus que 100 ans. Oui, j'ai déjà entendu ça. On n'a aucune façon de le vérifier, mais il faut savoir que le homard, théoriquement, n'arrête jamais de grandir et lorsqu'il est adulte, à part dans la mue, il n'a pas vraiment de prédateur. Donc, en théorie, un homard pourrait vivre effectivement une centaine d'années. En pratique, dans la nature est assez difficile parfois pour les homards, surtout plus qu'ils vieillissent, que les mues sont de plus en plus difficiles. Donc, pratiquement une centaine d'années. J'ai personnellement un peu plus de difficulté à l'y croire. Ouais. Mais un mort, si encore une fois, on se fait avec une estimation de un peu plutôt de 5 à 7 ans pour une livre. J'ai déjà vu des homards de 3, 4, 5 livres. On en rapproche des 40 ans plus. Donc, oui, Mais surtout en estimation. Surtout comme chez nous à l'aquarium où ils n'ont pas de prédateurs, là, on Oui, s'entend. Donc, on peut penser qu'il va vivre quand même assez vieux ici à l'aquarium. Oui, je pense qu'il va voir beaucoup de temps passé à l'aquarium parce que... Et beaucoup d'aquaristes comme toi. Ou beaucoup d'aquaristes, beaucoup de clients aussi. Il va voir beaucoup de gens passer. Super, merci. Ça fait plaisir. Bulle de vie d'homard doré. Le record du monde pour le plus gros homard capturé est un homard de 44 livres et 6 onces, donc environ 20 kilos. Il a été pêché en Nouvelle-Écosse en 1977. Selon les experts qui l'ont observé, son âge était estimé à 100 ans. Et c'est pas une histoire de pêche. Et là, on va parler d'étoiles de mer, une autre star de l'aquarium. Cette fois, c'est avec Océane Labrec qui est aquariste. Donc, Océane, on retrouve plusieurs espèces d'étoiles de mer dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, quelles sont-elles? Oui, donc on peut en retrouver à partir du moment où l'eau va devenir salée dans le fleuve. Donc, à peu près à Tadoussac et en montant, on va trouver des astéries boréales, grandes astéries polaires et des étoiles de mer sanguinolentes, entre autres. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici au Québec. Oui, exactement. Mais des espèces, il y en a plein à travers le monde. Plus que 1500 à 2000 espèces là, à travers le monde, là, dans toutes les mers, toutes les eaux salées. Dans les fonds marins, on va trouver des étoiles de mer. Donc, souvent, on voit qu'elles ont 5 bras. Est-ce qu'elles ont toujours 5 bras ou est-ce qu'elles peuvent en avoir plus? Elles peuvent définitivement en avoir plus. Donc, c'est sûr que la majorité va avoir 5 bras. Mais on a des espèces qui en ont 6, 10, 20 et même plus. Je pense que ça peut aller jusqu'à 24 pour les étoiles de mer tournesol. Les tournesols, ils peuvent aller jusqu'à 24 bras. Il y a des gens qui pensent que les étoiles de mer, c'est pas des animaux. Parce qu'elles ont l'air immobiles, mais ce sont des animaux. Et elles se déplacent, j'imagine, quand même lentement. Oui, donc non, c'est pas des championnes de la vitesse, mais oui, elles se déplacent définitivement. C'est quand même assez intéressant comment ils font. Ça fonctionne avec un système hydraulique. Donc, il y a de l'eau qui rentre par un organe là, qui s'appelle la madréporite. Puis, avec la pression de l'eau qui passe à travers leur corps, ça va actionner leurs petits pieds, des pieds ambulacraires qui vont se trouver là, en dessous de l'animal. Puis, c'est comme ça qu'elles vont pouvoir se déplacer. Ils peuvent se déplacer à l'horizontale comme à la verticale même. J'avais lu que c'était environ 15 cm à la minute ou quelque chose comme 9 mètres à l'heure.
que c'est ce que ça en se tient? général, c'est pas très vite. Il y en a Ouais. qui ils sont plus rapides, là, comme l'étoile de mer tournesol, là, qui, elle... Elle, c'est comme la plus rapide. Hein? Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr qu'avec la grosseur qu'elle peut avoir, la quantité de, justement, les petits pieds qu'on pourrait dire qu'elle va avoir, ça va augmenter sa La vélocité. vitesse de croisière. Ah, ouais. Est-ce qu'elles ont 5 sens comme nous, les étoiles de mer? Non, elles n'ont pas les 5 sens comme nous, puis ils sont pas aussi développés, mais elles en ont définitivement. Donc, elles ont le sens du toucher, là, dans le sens que elles vont pouvoir toucher leur environnement pour détecter des choses. Elles chassent aussi avec l'olfaction. Puis, elles ont un sens un peu spécial de la vue. Elles ont des genres de yeux, on ne peut pas vraiment appeler ça des yeux, à chacune de leurs extrémités de leurs bras. Puis, c'est pas une vue comme nous, là. Donc, ils vont voir un petit peu la lumière, puis ça va leur permettre de détecter des grandes structures. Puis ça va leur aider justement aussi à la chasse là, des proies. Mais justement, qu'est-ce que ça mange, une étoile de mer? Une étoile de mer, c'est carnivore. Donc, ça va manger des petites proies qu'ils vont trouver sur le sol de la mer, donc des bivalves, là, des moules, des palourdes, des choses comme ça. Mais c'est aussi opportuniste. Donc, si ils vont trouver des carcasses, mettons, de poissons ou d'autres grands animaux sur le sol marin, ben, ils vont en profiter puis en manger aussi. Bulle de vie d'étoiles de mer. Comme les étoiles de mer se déplacent très lentement, elles ont développé plusieurs façons de se défendre. Les moyens diffèrent selon les espèces. Chez l'étoile cuir, par exemple, celle-ci possède une glande odorante qui libère une forte odeur pour repousser les prédateurs. Malgré leur air un peu inoffensif, ce sont vraiment de redoutables prédatrices, les étoiles de mer. Oui, tout à fait. Donc, il y a des études là, qui ont été faites justement dans les eaux canadiennes sur des étoiles de mer là, d'une famille qui, eux, sont les équivalentes là, dans la chaîne alimentaire à des ours polaires. C'est ça, c'est en Arctique, je crois, cette Oui, étoile de exactement. mer-là. En Arctique. Puis, dans le sens qu'ils ne vont pas s'attaquer à des ours polaires. Ben non. Là. Mais dans la chaîne alimentaire du fond benthique, là, du fond marin, eux autres, ça va être les tops du top. Ils n'auront pas de prédateurs. C'est eux qui vont manger tout le reste. Et justement, comment elles font pour manger? Parce que encore une fois, il y a des gens qui pensent que c'est même pas des animaux. Donc, comment elles font pour... Donc, ils ont une bouche qui se trouve en dessous de l'étoile de mer. Là. Puis, c'est une petite bouche, il n'y a pas nécessairement dedans. Ils ont une façon assez spéciale là, d'ingérer leur nourriture. Donc, quand ils vont attraper leur proie, ils vont l'amener en dessous de leur bouche, donc dans la face ventrale. Puis, s'il y a une coquille, l'ouvrir à l'aide de leurs petits pieds que je parlais tantôt. Les pieds ambulacraires? Exactement. Oui. Puis, d'un coup que la chair est exposée, ils vont sortir leur estomac de leur bouche. Donc, ils font de la digestion externe et venir, dans le fond, mettre ça en contact avec la proie. Puis, à ce moment-là, il y a une digestion qui commence avec des enzymes digestives. Puis, ça liquéfie la proie. Je m'excuse, c'est un peu graphique. Et un peu dégueu. Puis, quand il y a un liquide, ben là, ça va être plus facile à ingérer pour eux. Puis, le reste de la digestion là, des nutriments va se faire à l'intérieur de l'animal. Ah, c'est quand même assez particulier. Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui font ce genre de digestion extérieure, de sortir l'estomac? Je regarde Catherine, dans ta grande connaissance du Pas à ce que monde. je sache, mais moi, ce Non. que je rajouterais à ça, c'est, si je continue sur la petite lancée étoile de mer tournesol de mon côté, Oui. je dirais que c'est une des rares étoiles qui est capable de, elle, ingérer des morceaux de poisson. Elle va pas... Ça va arriver, elle a la capacité en masse de sortir son estomac puis faire la digestion externe, Ouais. mais elle est aussi capable, étant donné la grosseur qu'elle a, d'ingérer puis d'avoir les morceaux de poisson à l'intérieur de sa bouche. qu'on peut Ah, dire. OK. Donc, c'est Ouais. intéressant, ça aussi. Et les étoiles de mer ont une autre particularité incroyable, c'est qu'elles ont la possibilité de se régénérer. En tout cas, si un membre est manquant, elle peut le régénérer. Est-ce que c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est une capacité qui est quand même assez extraordinaire. Là. Si elle perd un bras, là, quoique si elle s'est faite prendre par un autre animal ou si, par cause de maladie ou quoi que ce soit, elle est capable de le refaire pousser. C'est un processus qui est quand même assez long. Et Oui, c'est ça. Ça doit pas être du jour au lendemain, là. non, là, ça peut prendre plusieurs mois, même jusqu'à 1 an là, et plus. C'est assez spécial. C'est grâce à justement sa forme d'étoile,
sa forme radiale, là, c'est possible parce que chacun des bras, chacune des parties de l'étoile va avoir des cellules spécialisées, des cellules, des organes. Mhm. Donc, le fait que on a chacun des organes dans les bras, ça va faire que on a les cellules disponibles pour les refaire au complet. C'est quand même assez spécial, là. Est-ce que c'est déjà arrivé à l'aquarium? Il me semble que c'est déjà arrivé à une étoile de mer à l'aquarium. Est-ce que je me trompe de se régénérer comme ça un membre? Oui, c'est tout à fait possible. Ça arrive là, souvent. Pas souvent, mais ça arrive. C'est ça, on le souhaite pas. Pas tous les jours. Mais c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Hein. C'est un processus qui est quand même assez impressionnant. Ce qui est drôle à voir, c'est que ça repousse à partir du bout. Donc, ça fait comme un oui. avec la petite pointe. Puis là, il va comme s'allonger au fil du temps. Puis est-ce qu'il y aurait d'autres espèces qui pourraient faire ça? Je pense qu'il y a la pieuvre, il me semble, qui peut faire ça, de régénérer. On a l'axolote, certainement, qui est capable de régénérer. Malheureusement, on ne l'a pas ici à l'aquarium. Non. On l'a déjà eu dans le passé, par contre. Oui. Mais oui, la pieuvre, elle peut se régénérer. Celle-là qu'on a, justement, qui est présentement en présentation, est arrivée justement avec une blessure au bout d'une tentacule. Puis, avec le temps qui avançait, on voyait le petit bout de plus là, qui poussait puis qui se régénérait. Là. Mais c'est quand même assez rare quand même qu'un animal puisse se régénérer. Oui, mais on peut penser aussi aux morts que, justement, en nature, ils peuvent se batailler puis ils perdent des pinces ou quelque chose comme ça. Mais eux, la régénération va se faire au niveau de la mue, à la prochaine mue. Si je me trompe pas, Marco, corrige-moi si je me trompe, s'il te plaît. C'est exactement ça. C'est pour ça que si on remarque qu'il y a un mort qui a une pince qui est énormément plus petite que l'autre, c'est qu'il l'a perdu au courant de sa vie et qu'il l'a récupéré plus tard tranquillement en la refaisant repousser avec ses mues. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on l'avait mis comme sujet, l'étoile de mer, parce que je trouve qu'elle a beaucoup de particularités étonnantes, même au niveau de la reproduction, c'est assez fascinant. Oui, donc la reproduction, eux autres, ils vont libérer leurs gamètes dans l'eau. Donc, les gamètes, on parle de vulves et spermatozoïdes. Puis, ils vont libérer ça, puis ils vont se rencontrer dans l'eau, former un petit zygote, puis ensuite les stades larvaires différents jusqu'à temps qu'on ait une étoile de mer juvénile et finalement une étoile de mer adulte. Puis il y en a aussi qui peuvent faire la reproduction asexuée, hein? Oui. Oui, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc, il y a certaines espèces qui, eux peuvent se diviser en deux. Puis, donc, ça va donner des êtres identiques. Oui, exactement. Puis, comme on a parlé de la capacité de régénération tantôt, donc, elle va se diviser en deux puis faire repousser la deuxième moitié avec un petit peu de temps. Puis quand même. C'est 2 étoiles de mer à partir d'une. Bulle de vie d'étoiles de mer. Dans certaines régions du monde, l'étoile de mer est consommée et constitue une bonne source de protéines, vitamines et minéraux. Elles peuvent être mangées grillées, dans une soupe ou en sashimi, crues et coupées finement. J'ai envie de vous faire un petit quiz qu'on appelle nos bulles en rafale. Donc, je vous pose des questions à Marco et Océane, puis vous répondez brièvement. Donc, si je vous dis... Si vous pouviez parler avec le homard doré ou les étoiles de mer, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Moi, honnêtement, j'ai parlé beaucoup de l'âge tantôt. Je suis très curieux de savoir leur vrai âge pour savoir à quel point nos homards sont vieux. Ah oui, c'est intéressant. Et toi, Océane, qu'est-ce que tu aimerais savoir? Et j'aimerais savoir c'est quoi être une étoile de mer. Ça a l'air, comme on dit, hein, ça a l'air même pas d'un animal. Oui. C'est quoi ta vie? Peut-être comme une épave. Vous côtoyez des poissons et des homards chaque jour. Est-ce que vous en mangez? Je suis très, très fan de la vie maritime, autant dans mon assiette que dans l'eau. Donc, oui. D'accord. Je ne mangerai pas mes individus qui sont à l'aquarium. Je préfère aller chercher les miens à l'épicerie, mais oui. Ça ne te cause pas de problème parce que des fois, ça pourrait être un petit blocage psychologique. Avec mon historique de mes études, etc., moi, c'est pas quelque chose qui me pose un problème pour ça. Toi, Océane, est-ce que tu manges du poisson, du homard ou des étoiles? Parce que des étoiles, ça se mange, hein, je crois. Je mange pas d'étoiles. Non? Je suis pas une grande fan du poisson non plus, Okay. mais j'ai aucune opposition, là, même si je travaille avec à en manger. Ouais. Toi, Catherine? Moi, j'en mange que très rarement. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à en prendre au niveau des sushis et compagnie. Sinon, j'étais pas fan de base. Puis j'avoue que juste avec le métier de santé animale que j'avais dans le passé, j'aimais mieux les sauver un petit peu. Je comprends ça. Mais j'ai aucun problème non plus avec les gens qui en mangent non plus, tant que la pêche est responsable, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bien d'accord avec ça. Bulle d'expert. C'est une fois cuit que le homard change de couleur et qu'il devient rouge. D'autres animaux ont la capacité de changer eux-mêmes de couleur. C'est le cas de la seiche, la reine du camouflage.
Elle est capable de changer de couleur, de texture et même de comportement en un instant. Elle peut ainsi échapper aux prédateurs et communiquer avec les autres seiches. Il faut dire qu'elles sont dotées d'une intelligence remarquable. Malgré le déclin de la biodiversité aquatique, elles tirent très bien leur épingle du jeu. Les populations de seiches sont en augmentation. Alors maintenant, on va parler d'un aspect peut-être un peu plus dramatique, si vous voulez bien, parce que il y a certaines étoiles de mer qui sont en danger critique d'extinction. Et c'est le cas des étoiles de mer tournesol. C'est dommage, hein? Elles sont tellement belles, ces étoiles de mer qui sont gigantesques avec leurs 24 bras. Et j'aimerais ça qu'on en parle avec toi, Catherine. Pourquoi c'est cette espèce-là qui est en danger? En fait, c'est elle qui a été victime là, dans les années, je dirais début 2013. Ils se sont rendus compte que la population a diminué énormément. Dans certaines régions, on peut dire qu'ils ont perdu de 90 à 95 % de la population, ce qui est énorme, effectivement. Puis, ce qui est étonnant dans cette histoire-là, en fait, la maladie, on appelle ça la maladie du dépérissement de l'étoile de mer. Oui. N'importe quelle étoile peut être affectée par ça, mais cette espèce-là en particulier a été raflée par la maladie. Pendant des années, ça a été un mystère. Les chercheurs n'arrivaient pas à mettre le doigt sur la cause exacte. Ils mettaient ça sur les réchauffements climatiques, changements climatiques, on peut dire, la pollution des eaux, mais ils n'étaient vraiment pas capables de déterminer. Jusqu'à tout dernièrement, ils ont réussi à isoler un type de bactérie qui vit malheureusement naturellement dans l'eau, mais ils se sont rendus compte que la température qui hausse dans les océans favorisait aussi la reproduction de cette bactérie-là. Donc, avec les changements climatiques, on peut penser que c'est ce qui a causé un peu. Il y a un lien ça, certainement à faire à cette place-là. Là. Donc, plus il y a de bactéries, plus il y a de risques de maladie. Donc, malheureusement, oui, l'étoile de mer tournesol a été victime de ça. On en a des étoiles de mer tournesol à l'aquarium. Elles sont en bonne santé. Qu'est-ce qui arriverait si les étoiles de mer tournesol disparaissaient complètement? Parce que là, je t'entends parler de 90 % de diminution, ce qui est énorme. Qu'est-ce que ça aurait comme impact sur les écosystèmes? Étant donné que l'étoile de mer est comme un peu méconnue par les gens, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte à quel point une absence d'étoile peut avoir des impacts, dont l'étoile de mer tournesol, qui, elle, sa nourriture primée, c'est l'oursin pourpre. Donc, ce que ça engendrait, en fait, ça l'a engendré. Présentement, on voit déjà des impacts de ça. C'est que l'oursin pourpre, il mange les forêts de kelp. Lui, il se délecte du pied du kelp. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est manger le pied, puis le kelp va mourir. Donc, ça va déforester, on pourrait dire, certaines forêts de kelp, ce qui est en train d'arriver. Je sais qu'il y a des pêcheurs qui vont chercher justement les oursins pourpres pour les relocaliser ailleurs. Donc, ça c'est l'impact premier. Puis, en enlevant les forêts de kelp, ben là, on enlève des abris précieux de certaines espèces et leur progéniture aussi. Donc, l'impact est pas direct, mais dans la nature, tout est équilibre. Hein? Donc, c'est ça. Donc, on peut penser que c'est pas juste que les étoiles de mer tournesol qui en seraient affectées, mais vraiment tout l'ensemble de l'écosystème. Exactement. Ouais, c'est ça qui est encore plus critique et inquiétant. Est-ce que, en fait, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits pour sauver cette espèce-là et je sais que l'Aquarium du Québec participe à ces efforts-là de conservation. Oui, tout à fait. On a commencé à être en partenariat avec quelques institutions zoologiques mondiales, je dirais. C'est rendu un mouvement mondial. Ça s'appelle le programme SAFE pour les étoiles de mer tournesol. SAFE et Save the Animals from Extinction. Il y a différentes espèces qui peuvent avoir un programme SAFE et l'étoile de mer tournesol en fait partie. Et qu'est-ce que ça fait, un programme comme celui-là? C'est les gens qui mettent les efforts tous ensemble pour soit repopuler la nature ou faire de la reproduction à même leur institution pour justement arrêter d'aller en chercher en nature. Puis de la sensibilisation, bien sûr, à l'humain pour justement qu'ils comprennent c'est quoi les impacts des changements climatiques. C'est pas juste de voir aussi plus de pollution, c'est
il y a un gros changement dans l'écosystème au complet. Là. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à l'aquarium? Est-ce qu'on peut reproduire est-ce qu'on peut faire de la reproduction avec nos étoiles de mer tournesol? En fait, de notre côté, ce qui va s'en venir, j'ose espérer, dans la prochaine année, un de nos partenaires, il viendrait ici pour récolter les gamètes de nos mâles. Nous, on a 2 mâles à l'aquarium. Puis, il va faire de la cryopréservation, c'est-à-dire qu'il va congeler le sperme de nos mâles à des températures extrêmement froides. Puis, il va amener cette génétique-là dans une autre institution pour justement avoir une meilleure variété génétique pour éventuellement... Le but ultime, en fait, de ce programme-là, c'est de vraiment remonter la population en milieu dans le fond, naturel. de faire des étoiles en reproduire puis en remettre en nature. Est-ce que ce serait comme ça? Oui. C'est le but ultime du programme. Pour l'instant, c'est pas tout le monde qui a la capacité de le faire, étant donné les demandes de permis et tout. Ouais. Mais je le sais qu'il y a un laboratoire qui est le Friday Harbor Lab, qui se trouve à être dans l'État de Washington. Il est tout près là, de l'île de Vancouver. Eux, ils ont déjà remis en nature 50 étoiles de mer tournesol. Ah, quand même. Ouais, Donc, ouais, ça peut vraiment aider à la tout à fait. reproduction en milieu naturel, bien sûr. Ouais. Ah, ben est-ce qu'on peut dire que, en tout cas, moi, ça me donne un peu d'espoir, mais est-ce qu'il y en a de l'espoir? Ben, j'aurais tendance à dire que oui, avec tous les efforts que je vois, les succès aussi de reproduction que les autres institutions ont, moi, je trouve ça juste génial, là, les institutions qui se mettent ensemble pour une espèce en tant que telle, en fait, toutes les espèces, on pourrait dire, là, mais c'est fou de voir leurs efforts. Puis nous, de notre côté, on est en train de travailler sur une zone de reproduction d'échinodermes, puis l'étoile de mer fait partie de cette classe, embranchement du règne animal. Donc, ça, ce serait quoi au cours des prochaines années à l'Aquarium du Québec? Exactement. Bon, ben alors oui, il y a une lueur d'espoir. On va se laisser là-dessus, sur cette belle lueur d'espoir-là. Alors, Catherine, merci. On va suivre ce programme SAVE qui semble très prometteur. Marco et Océane, merci aussi d'avoir été des nôtres. Je vous laisse retourner avec vos étoiles de mer et le homard doré. Ben, merci d'avoir été des nôtres pour ce 4e épisode de Bulle de vie sur l'univers des étoiles de mer et du homard doré. Je suis certaine que vous avez appris une foule d'informations et des faits insoupçonnés sur ces 2 animaux. Alors, le prochain épisode, on vous parle d'un animal qui a souvent mauvaise presse. Le requin, bien sûr. On se dit à bientôt. Bye bye.